Nous passons au deuxième point de notre ordre du jour, à savoir le plan vélo 2023-2032. Le temps de s'installer, y compris pour les blessés. Tomber de vélo, non? Je cède la parole à Christophe Lubach. Merci, Président. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, très heureux de pouvoir vous présenter ce plan vélo ce soir. J'allais presque dire, nous y sommes, enfin. Depuis sa mise en révision il y a un peu plus d'un an, dans les différentes instances du SICOVAL, je l'évoque assez régulièrement en conseil de communauté, en groupe opérationnel mobilité, en bureau. Je rappelle aux élus assez régulièrement dans les réunions auxquelles ils m'invitent pour parler de mobilité sur le territoire, l'ensemble des enjeux que nous avons devant nous en matière de mobilité. On a beaucoup parlé ces dernières années de tout ce qui concernait les transports en commun, les mobilités lourdes, le métro, les bus, tout ce qui permet de structurer et de mailler le territoire avec des moyens de transport importants. Nous avons la nécessité de changer de paradigme. Et je l'ai ici rappelé à plusieurs reprises, je ne doute pas de la capacité des élus du conseil de communauté du SICOVAL à pouvoir se projeter sur les enjeux qui sont les nôtres à échéance 2050 en matière de changement climatique, de transition que nous avons à faire. Et donc, en matière de mobilité, nous avons cette nécessité-là. Dans le premier plan vélo que nous avions un plan vélo qui, par rapport à celui qu'on va vous présenter ce soir, multiplie par 3 l'effort qu'on vous propose de faire. Et aujourd'hui, j'en appelle donc à votre responsabilité d'élu, de façon à ce que nous puissions engager ce changement de paradigme sur notre territoire, pour pouvoir répondre aussi à les demandes qui sont celles qui nous ont été faites par nombre d'élus, c'est-à-dire la question du maillage sur l'ensemble de notre territoire. Et pour ça, nous sommes aidés, vous le verrez dans la présentation qui va être faite, on va la faire à 4 voix et je vais vous présenter les différents intervenants. On a la nécessité de pouvoir s'associer à d'autres. Et par exemple, le conseil départemental de la Haute-Garonne, avec les réseaux express vélo dont on a parlé, qui vont être un maillage important de notre territoire pour pouvoir permettre, nous, derrière, d'aller mailler de manière un peu plus fine. Et puis ensuite, mes chers collègues, il y aura aussi la responsabilité des maires, de manière individuelle, dans leur commune, pour faire en sorte que ce maillage puisse encore plus s'affiner et que nous ayons un chevelu sur l'ensemble de ce territoire et dans les prochaines années. Alors j'ai quelques collègues du conseil de communauté, quand je parle de chevelu, qui me regardent de manière un peu particulière. Pardonnez-moi, chers collègues. Mais c'est important parce qu'on ne peut pas penser les mobilités sur notre territoire si l'on ne pense pas dans sa globalité. Infrastructure qui porte, premier réseau, desserte de manière plus fine à l'intérieur des villages, et ensuite il va falloir relier les villages entre eux, voire relier des écoles, etc. Bon, donc on a des enjeux qui sont importants et sur lesquels on aura aussi besoin de vous. Aujourd'hui, on va se contenter, mais c'est déjà énorme ce qu'on va vous proposer ce soir, de présenter ce que sera le plan vélo si vous l'adoptez à l'échéance 2023-2032. Alors à mes côtés, donc, j'ai pour cette présentation Béatrice Pratt, que vous connaissez déjà, enfin vous connaissez tout le monde, Pierre Guilbeault. Alors, il faut le dire, il a eu un accident de vélo, donc c'est pas le meilleur soir pour lui pour faire la promotion du vélo. Et Nicolas Tournier d'Egis, puisque nous avons été accompagnés dans ce travail par le cabinet Egis. Et je tiens à excuser, je ne sais pas si de son lieu de villégiature il nous regarde, Julien Cal, qui a beaucoup travaillé aussi avec ses 3 autres collègues sur ce plan vélo. Nous allons faire la présentation à 4 voix et je vous laisse donc la parole, Béatrice. Merci. Bonjour à tous. Donc vous allez le voir, donc on va vous présenter en fait ce schéma avec un certain nombre de projets sur les 10 prochaines années. Donc comme vous le voyez à l'écran, en fait, il existe autant d'aménagements cyclables en fait que de cyclistes et que de voies différentes. Aujourd'hui, le travail qui a été fait
C'est vraiment un travail, disons un peu dans la dentelle, en fonction du type de public qui est ciblé, en fonction du type de voirie qui est concerné, en fonction du type de circulation aussi qu'on attend sur ces voiries. Donc vous voyez là, il y aura différents types en fait d'aménagements qui seront prévus dans ce schéma. Et donc avec les cartes que va vous présenter Pierre, on aura en fait des fiches techniques sur chaque tracé, donc qui correspondra en fait au bon usage de cette piste. Alors au niveau de l'organisation de cette étude, on a commencé il y a un peu plus d'1 an, avec une étape de diagnostic, comme d'habitude. Et puis après, il y a toute une série en fait d'ateliers, au nombre de 8 dans les différentes communes. Il y a à peu près 120 personnes qui ont participé et donc qui ont proposé en fait des itinéraires. Alors c'était vraiment très intéressant puisque en fait certaines communes avaient déjà beaucoup réfléchi sur leur territoire, donc à des connexions avec notre réseau. Il y avait aussi beaucoup de cyclistes qui nous ont fait des propositions d'itinéraires variantes. Donc c'était vraiment très intéressant. Et puis on est passé à l'étape 3 de planification, c'est-à-dire de reprendre toutes ces propositions et essayer de les rendre cohérentes. Et puis donc on est aujourd'hui, et c'est ce qu'on va vous présenter au vote de ce schéma. Et on passera, si c'est voté, à une étape 4 de mise en œuvre sur la période 2023-2032. Je précise ici, chers collègues, que sur la mise en œuvre, quand j'évoquais tout à l'heure, enfin nous y sommes, c'est-à-dire ce plan n'est pas une finalité en soi. Le gros travail que nous avons à faire va être sa mise en œuvre. Et dans l'étape qui va suivre, nous avons 2 gros enjeux qui vont arriver à la rentrée. Dans la fiche technique qui vous sera présentée, alors ça sera une parmi toutes celles qui sont présentes dans le schéma, on est bien d'accord. Il y aura un enjeu de discussion et de débat avec notamment la communauté des modes actifs, les maires et les mairies et les usagers du vélo, mais aussi les élus du SICOVAL pour sa mise en œuvre. Et donc nous aurons un travail au sein du groupe opérationnel mobilité. Alors s'il y en a qui n'y participent pas encore et qui souhaitent s'y rajouter, ça sera avec plaisir, qui nous permettra d'étudier au fur et à mesure dans le calendrier qui va vous être présenté chacune de ces fiches techniques de façon à pouvoir s'assurer de leur mise en œuvre. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons évalué un plan vélo, mais qu'au fur et à mesure de sa mise en œuvre, on va essayer de l'optimiser pour voir si on peut faire plus vite, plus fort, ce qui nous amènera aussi à vous demander demain à ce qu'on puisse se réorganiser de façon à assurer une mise en œuvre efficace. Voilà. Donc en fait, on est parti évidemment en termes d'état des lieux des flux, domicile-travail, puisque en fait c'est vraiment la mobilité du quotidien sur laquelle on travaille. Et donc vous voyez ces cartes qui montrent bien en fait que l'essentiel des flux est quand même sur le fond de vallée et en liaison étroite avec Toulouse et donc le sud de territoire aussi avec Vives, Bazillages et Montgiscard au sud de notre territoire. Ça, c'est pour la partie domicile-travail. On a fait ce même travail sur domicile-études, puisque vous savez que les étudiants ou les scolaires ou les collégiens sont quand même captifs, puisqu'évidemment, ils n'ont pas souvent de voiture. Donc, c'est vraiment un public cible aussi pour cette partie mobilité à vélo. Donc là, vous voyez les principaux pôles qui sont concernés. Donc, évidemment, Labège, Hausseville, Castanet et aussi Aigues-Vives, voilà, où on a des flux importants. Donc, ce sera vraiment en priorité ces axes-là qui devront être desservis, même s'il y en a quand même plusieurs en particulier sur Labège et sur Ramonville, qui sont déjà bien desservis. Voilà, on va passer à la suite de Talieu. Je vais passer la parole à Pierre. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, rapidement sur la suite de l'état des lieux, un petit point qui a été fait sur l'existant au niveau des services concernant le vélo, avec une structure que vous connaissez peut-être qui s'appelle la station V de Labège, l'ancienne maison de la mobilité à proximité de la halte SNCF de la Béginopole, avec des services de location, de stationnement, de réparation, d'accompagnement à la pratique qui sont proposés à divers publics, notamment les salariés, mais également les jeunes publics. Et puis, un état des lieux qui a été fait concernant le stationnement des vélos, avec un recensement de l'ensemble des lieux de stationnement proposés et le constat qu'il faut poursuivre le développement de ce stationnement, notamment à proximité des pôles d'échange multimodaux et autres lieux où le vélo a sa place. Alors, de l'état des lieux, il fallait, et c'est important tout à l'heure, on a évoqué la question des objectifs politiques que l'on se donnait. En matière de mobilité, c'est la question du report modal et qui est un peu notre boussole pour savoir où est-ce qu'on va, quel objectif on se donne. 2023, on a 3% à peu près de report modal, 3,3% en fait à l'échelle du SICOVAL. Et d'ailleurs, si vous pouvez passer la diapo d'après, avec des disparités, vous le voyez, sur le territoire qui sont assez fortes. On peut le comprendre. Le nord du territoire, plus dense, déjà assez équipé, émaillé
en matière de pistes cyclables a une part modale qui est plus forte, avec une particularité que je souligne, c'est celle d'Oswil-Tolosane, où on a un pôle étudiant très important et qui a une part modale plus importante que la plus importante des villes du nord du territoire. Des particularités qui sont peut-être liées à l'histoire, je pense à Castanet qui est actuellement à 4,9%, et puis des particularités sur les coteaux et qui nous a amené à d'autres réflexions. C'est-à-dire la particularité de Pêche-Busque où on a 7% de report modal. Et donc, cette nécessité-là aussi de pouvoir se poser la question de savoir comment est-ce que, ce qui n'était pas forcément abordé jusque-là dans nos plans vélo, enfin dans notre schéma SIC plutôt, de comment est-ce qu'on maille aussi sur les coteaux et en pensant aussi le maillage avec d'autres intercommunalités. Je pense plutôt notamment au Murtin, vous le verrez tout à l'heure dans le plan. Donc ça, c'est le point de départ, 3,3%. Et dans l'ambition que nous avons, nous comptons la porter à 6% à l'échelle 2030, à l'échéance 2030, et avec entre nous une clause de revoyure, puisque on va sortir bientôt l'étude de mobilité avec Tisséo collectivité, permettant de travailler sur le nouveau plan de mobilité de l'agglomération toulousaine, puisque le PDU a été retoqué, et nous ajusterons cette ambition-là, ce qui veut dire un doublement pour l'ensemble des communes du Sicoval, avec des particularités, c'est-à-dire quand on a déjà 8% à Oswil, on comprend bien qu'on ne va pas passer à 16%, mais par contre, ça voudrait dire que d'autres communes devront faire des efforts beaucoup plus importants pour que globalement, sur l'ensemble du territoire, on arrive à porter cette ambition de report modal à 6%. Alors sur la stratégie de l'étude qui a été menée avec Aegis, on a travaillé sur plusieurs volets. Sur la partie investissement pour les infrastructures, on a trois niveaux, dont un premier qui consiste à créer de nouvelles infrastructures, donc non existantes. On part de zéro et on crée des pistes cyclables ou des voies vertes, par exemple. Un deuxième niveau qui consiste à réhabiliter, voire à mettre à niveau des équipements existants, des pistes cyclables qui ne sont pas aux normes ou qui sont fortement dégradées, sur lesquelles on doit reprendre complètement la structure. Et un troisième niveau qui consiste à fiabiliser. Là, il s'agit plus de sécuriser des aménagements existants, éventuellement implanter du stationnement également. Ça correspond à ce troisième niveau. Et puis ensuite, la partie fonctionnement qui regroupe notamment tout ce qui est rebouchage de trous, changement de mobilier lorsqu'il est dégradé et marquage au sol. Pour choisir le type d'itinéraire le plus pertinent possible, on a tenu compte de 7 niveaux de critères, avec notamment des critères techniques, des critères d'ordre plus consultatif, prendre en compte l'expertise d'usage des personnes qui habitent sur le territoire, et la stratégie aussi au niveau de la desserte. Est-ce qu'on est sur un lieu qui est proche d'un collège, par exemple, ou d'un pôle d'échange de transport en commun, de manière à hiérarchiser l'importance des types d'aménagements cyclables à prévoir. Et cela nous a permis, alors du coup, là, dans le temps, de poser 3 niveaux de priorité. Un premier niveau de priorité avec la poursuite de l'existant du schéma directeur cyclable en cours et venir se mailler avec le futur réseau express vélo, donc les autoroutes à vélo qui vont être créées par le conseil départemental sur notre territoire. Avec, on va le voir en détail, année par année sur 2023, 2024 et 2025. Donc, des itinéraires structurants, principalement encore basés dans la plaine canal Hers. Une priorité 2 sur l'échéance 2026 à 2030, avec des itinéraires de rabattement principalement, et des itinéraires également qui présentent des difficultés techniques qui ne peuvent pas être réalisées dans les 3 prochaines années. Et puis un troisième niveau de priorité, 2031-2032, avec des itinéraires de rabattement et de maillage, notamment dans le secteur des coteaux. Merci. Sur le choix des types d'aménagement,
on a largement pris en compte les préconisations du CEREMA, qui est un organisme qui intervient dans le domaine de l'aménagement des territoires et qui est spécialisé, qui a des branches dans le vélo, donc qui indique voilà, les types d'aménagements préconisés en fonction du trafic routier qu'il peut y avoir à proximité, mais aussi du nombre d'usagers qui peuvent être attendus, donc du potentiel d'usage sur un itinéraire. On ne va pas faire des pistes cyclables en race campagne si c'est pour desservir personne, mais par contre, on va pouvoir trouver des aménagements qui sont plus adaptés. Donc, soit des aménagements sites propres, soit partagés avec la circulation, type bande cyclable par exemple, ou chaussée à voie centrale banalisée, Chaussy-Doux, ou bien des aménagements à mixité d'usage, c'est-à-dire par exemple une zone de rencontre ou une zone 30 qui peuvent permettre à la fois des voitures et des cyclistes de se déplacer sur un même espace. Là, on va rentrer dans quelque chose de plus visuel, plus concret, les cartes. Normalement, vous devez avoir, je pense, effectivement, les cartes sur table. Vous y verrez peut-être mieux qu'à l'écran. Sur cette première carte, on vous présente l'existant, donc les 116 km d'aménagement cyclable existants sur le territoire du Sicoval. Vous voyez que c'est constitué principalement par l'axe canal qui constitue en gros l'épine dorsale de notre réseau cyclable et puis deux boucles, une au sud, une au nord, plus des maillages intracommunaux qui permettent des dessertes un peu plus locales. Avec à l'heure actuelle, relativement peu de dessertes proposées en dehors de ces deux boucles et du canal. Sur les objectifs, on a bien sûr tenu compte de ce qui est prévu au niveau du conseil départemental avec la création de 30 km de réseau express vélo sur notre territoire. On a directement 3 lignes, 1, 2 et 3, qui sont basées sur le Sicoval. La 1 fait la liaison entre Labège et Escalquins, la 2 entre le nord de Ramonville et jusqu'à Aiguevive, avec une première partie à réaliser jusqu'à Castanet. Et puis la 3 est une transversale entre Saint-Orens et Castanet. Voilà, on a également 3 autres réseaux express vélo qui vont venir se connecter sur le territoire. Au niveau de Saint-Orens, le REV 11 qui vient au niveau d'Escalquins. Au niveau de Toulouse, le REV 12 qui est une circulaire toulousaine. Et au niveau de la Croix-Falgarde, tout proche en tout cas, à Pin-Justaré, le REV numéro 4 qui vient de Saint-Martin jusqu'à Pin-Justaré. Alors sur la première année 2023, donc le programme qu'on va tenter de réaliser cette année, et certaines actions sont en cours, on a principalement des actions autour de la RD 813 avec la reprise de certains aménagements existants et la poursuite d'aménagements qu'on a réalisés récemment entre Péchabou et Pompertusa, donc on compte poursuivre jusqu'à Deim. Également des aménagements sur la Croix-Falgarde au niveau du cœur de ville de la Croix-Falgarde. Et puis la sécurisation des aménagements qui sont existants mais qui sont en mixité d'usage avec les piétons le long de la RD 16. Donc sécurisation depuis Labège jusqu'à Escalquins de l'axe RD 16. Sur l'année suivante, oui, on va peut-être passer un peu plus rapidement sur la suite, parce que vous allez voir qu'il y a pas mal d'aménagements qui sont prévus. On a 10 autres kilomètres d'aménagement prévus pour l'année 2024, avec la poursuite sur le RD 813, l'amorce aussi du secteur du Rivel au sud, la connexion du côté de Saint-Orens depuis Labège, et puis dans le secteur le secteur de la Croix-Falgarde, en lien avec le projet de réhabilitation de la passerelle en fer, la poursuite des aménagements. En 2025, alors vous voyez que là il y a pas mal de vignettes, donc je vais passer assez rapidement, mais on met en place de nouvelles transversales dans le territoire, et puis l'aménagement de la route de Revel. On poursuit dans le secteur sud en prévision de la mise en service de la ZAC du Rivel. Et puis les secteurs côteaux, Ramonville, Pêche-Busque, Vigoulet, commencent à être également aménagés pour rejoindre petit à petit la Croix-Falgarde avec le projet de pont de la Croix-Falgarde. Donc 30 km prévus cette année-là.
Pour la poursuite, donc sur la période de 2026 à 2030, on est sur des axes structurants côteaux et des aménagements qui présentent des difficultés techniques et qui nous amènent à reporter un petit peu leur mise en œuvre. Donc 45 km d'aménagement en priorité 2, puis en priorité 3, la poursuite du maillage dans le secteur coteau et des projets dépendant d'autres projets préalables qui viennent permettre voilà, de finir ce maillage. Vous le voyez en jaune sur cette slide, jaune-orange. Alors, après vous avoir présenté l'ensemble de ce schéma, un petit bilan sur les objectifs en termes de linéaire. Donc, ce qu'on évoquait tout à l'heure, 116 km, 116,5 km présents aujourd'hui. Un schéma qui vous propose 138,5 km de pistes cyclables supplémentaires sur leur territoire, hors ZAC et hors REV, ce qui veut dire qu'en gros, si on rajoute ce qui est fait par le département et ce qui est fait aussi par Innova dans le cadre de l'aménagement des REV, on serait à terme sur 280 km de voies cyclables, de pistes cyclables, on va dire ça comme ça de manière globale, d'itinéraires cyclables, voilà, merci, à échéance 2032 dans ce nouveau schéma. On vous a mis un graphique, peut-être pour que vous l'ayez à l'esprit, entre ce qui est sur voie et en site propre, puisque dans le nouveau schéma, dans la révision de celui-ci, dans le nouveau plan vélo, on a une augmentation puisqu'on passe de 31 à 32%, pardon, à 39% de sites propres, c'est-à-dire que vous l'avez vu en fonction de la typologie des axes, de leur fréquentation, etc., et des différents critères, on va avoir la possibilité soit de faire du sur-chaussée, soit du site propre. Voilà, et donc ça nous amène évidemment à un chiffrage et à un programme pluriannuel d'investissement. Donc là, vous avez les 3 priorités dont parlait Pierre, pour arriver à un total de 30 millions d'euros en fait à l'échelle, à l'horizon 2032. Sachant que dans ces 29 millions d'euros ne sont pas compris des points encore très critiques sur lesquels le Sicoval ne pourra intervenir qu'avec d'autres partenaires. C'est le cas en particulier donc, du pont de fer à la Croix, hein, puisque dans le cadre de ce chiffrage, en fait, on a intégré 200 000 euros de participation du Sicoval, mais c'est un projet qui va être en maîtrise d'ouvrage conseil départemental avec des participations en fait, des communes et des interco voisines. Donc là, pour l'instant, ça ne s'est pas complètement finalisé. Hors de ce montant aussi, le franchissement de la voie ferrée pour l'accès à la future station Madron. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, oui. Madron. Donc, c'est en fait le franchissement de la voie ferrée à peu près au niveau de Botanique, pour ceux qui connaissent, entre Botanique et Carrefour. Donc, qui avait été chiffré à 15 millions d'euros, hein, qui doit passer sous la voie ferrée. Donc là aussi, le Sicoval ne pourra pas se lancer seul dans cette aventure. Et puis enfin, le passage en fait sur l'A61 entre Castanet et Escalquin, voilà, qui n'a pas encore été étudié. Voilà. Donc voilà sur cette partie investissement à l'échelle donc 2023-2032. Alors, sur ce financement, on vous propose de modifier légèrement la participation financière des communes. Alors, je vais essayer de faire assez rapide et pour ne pas être trop long, mais nous nous sommes retrouvés confrontés dans un cas de figure que je ne citerai pas ce soir à une problématique qu'on a vue en groupe opérationnel et aussi en bureau du Sicoval. Grosso modo, quand on a un aménagement intercommunal qui traverse plusieurs communes, des communes qui peuvent être demandeurs et d'autres pas forcément, ou en tout cas qui n'y voient pas d'un mauvais œil cet aménagement, mais n'ont pas forcément les moyens financiers pour le faire, c'est plutôt plus correct de dire ça comme ça, on peut se retrouver en difficulté quand on a, en fonction de l'endroit où on se situe et qu'on est plus à proximité de la ville-centre, pas forcément accolé à elle, la nécessité d'avoir des aménagements extrêmement coûteux, c'est-à-dire il faut une voie verte en bonne et due forme parce qu'on est sur un axe très porteur, donc pouvant des problèmes de sécurité et donc beaucoup plus cher, et en aval, des aménagements qui sont un peu moins importants parce que ne nécessitant pas des gros aménagements sécuritaires pour les vélos. Pour autant, l'ensemble du linéaire est un linéaire qui est un linéaire intercommunal. Et grosso modo, si on faisait, comme on le faisait précédemment, c'est-à-dire une répartition à 75-25
de manière sur l'ensemble de ce qui est pris sur le linéaire de la commune, on pouvait se retrouver avec une grosse difficulté, une commune qui a très peu d'aménagements en termes de linéaire, mais très coûteux, et une commune qui a beaucoup de linéaire avec des aménagements assez peu coûteux. Et donc, on pourrait se retrouver dans une situation de blocage où une commune nous aurait dit tout simplement, on ne peut pas financer. Donc ça a fait l'objet d'un débat et la proposition que l'on vous fait ce soir est une nouvelle proposition par rapport au schéma précédent et en même temps qui nous engage aussi à échéance, j'allais dire, de la fin du mandat, de pouvoir discuter à une autre façon de mutualiser. Parce qu'on s'est aussi posé cette question-là en bureau exécutif, pardonnez-moi, c'était de savoir comment est-ce qu'on arrive à le mutualiser à l'échelle du SICOVAL au travers d'un pacte financier et fiscal parce qu'après tout, nous sommes sur un schéma intercommunal et donc pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas le financer totalement par l'intercommunalité? Mais ça implique qu'entre nous, on soit d'accord sur une nouvelle modalité de fonctionnement et de financement de ce plan. Donc, ce qu'on vous propose, c'est une clause de revoyure. Il y a un nouveau schéma de financement, 80%, donc une augmentation de la part du SICOVAL, à charge du SICOVAL, des coûts travaux de création ou de réhabilitation hors subvention, enfin, déduits, pardon, des subventions que nous aurions, et, enfin, que nous allons avoir d'ailleurs, et répartition des 20% restants à part égale des communes concernées sans regarder la question même du linéaire. On a eu des débats, linéaire, pas linéaire, poids des communes, pas poids des communes. En fait, on n'arrivera jamais à trouver une bonne solution. Ici, c'est de dire, comme c'est un dispositif qui a profité à plusieurs communes, ce sont les communes concernées qui participent à leur financement à hauteur de 20%. Voilà, donc en synthèse sur la partie financière, donc on retrouve les 29 millions d'euros des travaux d'aménagement qu'on vient de vous présenter, mais on a aussi une partie en fait stationnement vélo à hauteur de 720 000 euros, une partie aussi mise en place de compteurs pour évaluer en fait évidemment l'évolution en fait de l'utilisation de ces aménagements. Donc pour un volume global, disons de 30 millions d'euros sur la période à peu près, donc 3 millions d'euros par an. Pour la partie fonctionnement, donc là, on a la partie entretien dont on parlait tout à l'heure. On a la partie aussi station V, 60 000 euros par an. L'animation de la communauté des modes actifs, en fait, qui devient une seule communauté au lieu de deux. Donc, des travaux d'animation à 2 000 euros par an. Et puis, une enveloppe aussi pour les concertations spécifiques. Voilà, quand on a des projets qui nécessitent une concertation avec la population. On a rajouté en dessous donc la partie vélo en libre service, mais je vais laisser Monsieur Lubac vous donner les dernières informations de Tisséo sur ce sujet. Oui, alors comme vous le savez, dans le cadre de la loi LOM, cette compétence de la vélo libre service est passée au niveau de l'autorité organisatrice des transports, ce qui veut dire TICO. Donc les contrats précédents qui étaient ceux de la métropole, enfin de Toulouse et ensuite métropole, ont basculé, enfin devaient basculer au sein de TICO. Donc un nouveau marché a été passé et au moment où nous avons réfléchi au sein de TICO sur l'extension de ce dispositif, il a été évoqué l'extension, alors au faubourg toulousain bien entendu, mais aussi aux communes limitrophes de l'agglomération toulousaine et en l'occurrence de Labège et Ramonville, puisque les études qui ont été portées n'impliquaient pas qu'on puisse y adjoindre Ozeville et Castanet-Tolosan. Pour autant, donc on s'est engagé dans ce processus sans s'engager financièrement parce qu'on ne savait pas ce que ça allait coûter. Donc la bonne nouvelle par rapport à ce qui était indiqué là, mon collègue Bruno Cobé sera content, c'est que le marché qui a été attribué très, très récemment fait que le coût moyen d'une station, qui était ici dans les calculs qu'on vous a présentés de 30 000 euros, c'était à peu près ce sur quoi TICO tablait, puisqu'on a un apport de vélos électriques extrêmement important, plus de 60% de vélos électriques à terme, serait de 17 000 euros et non pas 30 000, ce qui déjà divise pardonnez-moi, la note quasiment par deux. Et ensuite, un système de financement de répartition ici que nous avons dupliqué, qui est celui qui est appliqué sur la métropole, c'est-à-dire 50% porté par l'intercommunalité, donc la métropole au sein de TICO, et 50% par les communes. Et là, nous avons eu la même démarche, c'est-à-dire que ce marché étant notifié maintenant et ne pouvant se déployer sur notre territoire qu'à partir de 2025, d'affiner les études qui ont été faites pour voir s'il n'y a pas d'autres communes qui seraient intéressées par le déploiement ou qui seraient susceptibles d'être déployées. Et parallèlement à ça, sur les études qui ont déjà été faites par rapport aux communes qui sont envisagées en déploiement, de regarder si une expérimentation est possible et quel type de financement on trouverait au sein de l'intercommunalité. Et enfin, puisque
ce plan vélo n'est pas seulement qu'un plan d'infrastructure et de développement du vélo de manière hard. On va vous parler aussi du système vélo. Ça, c'est le soft. Et là, ça, c'est Pierre qui le fait. Alors, pour la partie, effectivement, on va dire, pas écosystème parce que c'est pas vivant exactement, mais l'organisation de ce système vélo du Sicoval, on a plusieurs registres. Effectivement, il y a toute la partie infrastructure avec les soutiens de nos partenaires, conseil départemental, conseil régional, État, notamment sur tout ce qui est schéma directeur cyclable d'agglomération et les réseaux express vélo. On a bien sûr les communes qui sont présentes, les ZAC, et puis le Sicoval qui intervient à son niveau. Sur le volet évaluation, la mise en place de compteurs vélo est prévue dans le cadre de ce plan vélo pour évaluer les évolutions de pratique et la pertinence des équipements mis en place. La création d'un observatoire vélo a déjà été proposée par Tisséo et est en place depuis 2 ans. On a d'autres outils qui permettent d'évaluer la pratique au quotidien. Et puis, les plans de mobilité employeurs sur des actions salariées du Sicoval et l'exemplarité de la communauté des modes actifs. Les aides à l'acquisition de vélos pour les artisans. La partie animation, co-construction, accompagnement au changement, notamment avec la communauté des modes actifs, mais également avec des dispositifs de concertation qu'évoquait Béatrice tout à l'heure, ou par ailleurs les interventions en entreprise ou auprès des publics scolaires de la station V. Tout le volet service avec donc la station V sur ces différentes actions, mais aussi la location de vélos, etc. Avec la possibilité, et on fait déjà appel à l'ADEME et au dispositif Alvéole pour du soutien dans ce domaine-là, et en transversalité avec ces différents pôles d'intervention autour du vélo, le support de la communication, donc avec les vecteurs du site internet du Sicoval, mais également le support de Tisséo à travers le schéma directeur cyclable d'agglomération. Voilà. Et puis peut-être préciser une chose, Béatrice l'évoquait tout à l'heure, la communauté des modes actifs va devenir une communauté et non pas deux, puisqu'on avait une communauté au sud, une autre au nord. On unifie ces deux communautés des modes actifs de manière à ce qu'elles puissent intervenir à l'échelle de l'ensemble du territoire, c'est-à-dire à l'échelle du plan vélo, et que ça soit une instance qui puisse nous accompagner réellement sur la mise en œuvre de ce plan vélo, donc d'avoir des retours usagers et les avis des différents acteurs du vélo dans ce domaine-là. Je laisse la parole à Nicolas Tournier. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, comme vous avez pu le voir, l'essence même de ce plan vélo repose donc sur différents volets. Et l'un des principaux volets, c'est bien sûr la catégorie aménagement et réalisation d'itinéraires et d'infrastructures cyclables. Vous avez ici l'illustration d'une des 45 fiches d'itinéraires qu'on a réalisées, donc en partenariat bien sûr avec les services de la communauté, avec les élus qui ont participé aux différents ateliers et même personnes de la population civile qui ont participé à ces ateliers pour justement cibler, hiérarchiser ces itinéraires. Et là, vous avez l'illustration voilà, de la concrétisation de ce plan vélo à travers une des fiches qui récapitule un petit peu les fondements de cet itinéraire en termes de kilométrage, en termes de largeur, en termes de phasage de mise en œuvre. De petites alertes. Est-ce qu'on est sur des secteurs où il y a de l'acquisition ou pas, ou est-ce qu'on est sur des secteurs où on a plus de facilité foncière? Voilà, donc un certain nombre d'éléments qui permettent d'appréhender l'itinéraire dans sa globalité avec la cartographie associée. Voilà, Président, on a terminé la présentation, on peut répondre à vos questions. Merci. Oui, je crois qu'il faut souligner la participation active donc d'un certain nombre de citoyens, mais aussi d'élus, et certains sont dans la salle, donc à ces deux communautés qui n'en font qu'une, en espérant que ceux du Nord viendront aussi au Sud, sans doute, pour découvrir des beaux paysages. Et réciproquement, mais ça, on en est plus convaincu. Oui, parce que ça a réellement créé aussi un regard
qui était celui de pratiquants et non pas uniquement, même si je respecte beaucoup les techniciens, une logique, j'allais dire ex nihilo de maillage, voire même un regard d'élu, quand on sait que tous les élus ne pratiquent pas forcément quotidiennement, quelques-uns oui, donc le vélo. Bon, donc merci pour cette présentation extrêmement claire, qui plus est avec du phasage. Pour la proposition aussi qui est faite, compte tenu de la complexité des financements. Vous savez que notamment c'est un programme qui doit en permanence anticiper l'avenir, eu égard aussi aux questions de réserve foncière. Voilà, et donc vous avez la parole. Alors, donc Jürgen Knödel-Seder, Jacques Charrier, je vais noter parce que d'autres souhaitent prendre la parole. Henri Arévalo, Alain Caral, Jacques Charrier, Henri Arévalo, Alain Caral. Ah, donc Alice Mélac. Bruno Cobé. Bien, allez, je vous propose qu'on prenne donc l'ensemble des interventions et puis après, s'il y a des questions toutefois, hein, on essaiera d'y répondre et d'apporter les précisions nécessaires. Oui, donc merci pour la présentation et merci surtout d'avoir renforcé les ambitions de ce plan, qui est bien plus ambitieux de ce qui était prévu initialement. Donc là, vous affichez un objectif de 6% concernant la part modale des déplacements domicile-travail dans la prochaine décennie. Donc c'est un doublement en fait de la part modale existante. Donc c'est très bien. Bon, je note quand même que ça reste en deçà du objectif national qui est de 12% pour la prochaine décennie. Donc il manque toujours un facteur 2. Ce qu'il faut comprendre en fait quand on parle de part modale, en fait, quand on augmente la part modale du vélo, mécaniquement, c'est mathématique, hein, la part modale de la voiture doit diminuer. Sinon, ça ne peut pas marcher, on ne peut pas augmenter les deux. Hein. Donc, en fait, donc, il y a ce plan vélo qui doit aussi s'inscrire dans un plan plus vaste des mobilités, qui, bien sûr, est aussi associé aux planifications de l'habitat et de l'activité économique. Et donc, le plan vélo, effectivement, il propose surtout d'atteindre cette augmentation de la part modale par l'investissement dans des nouvelles infrastructures cyclables, ce qui est effectivement la méthode, selon les études sur la mobilité, la plus efficace. Mais aussi en corollaire, en fait, et ça c'est aussi démontré par les études de mobilité, hein, si on veut avoir une baisse de la part modale de la voiture, parce qu'il faut bien l'avoir pour avoir une augmentation de la part modale du vélo, ben, il faut aussi diminuer les investissements dans les infrastructures routières. Et donc, en conséquence, et afin d'assurer que la part modale de 6% soit atteinte, voire dépassée, vu les objectifs nationaux, je propose qu'on s'engage ici sur un moratoire de construction de nouvelles routes dédiées aux voitures. Parce que sans ce moratoire, qui a comme objectif concret de faire baisser la part modale de la voiture et qui accompagne en fait les investissements du plan vélo, je crains en fait que simplement on fait la course, on essaie d'investir dans les infrastructures du vélo pour augmenter la part modale, mais on fait la même chose pour les voitures et enfin à la fin ça se compense et le résultat net est pas grand-chose. Et donc moi je pense que le moratoire c'est un levier d'efficacité des politiques mises en œuvre et aussi ça assurera un bon usage des deniers publics. Et donc, concernant les services, j'avais aussi évoqué en groupe opérationnel que c'est important de penser aussi aux services de réparation, par exemple, des vélos. Donc, il était ajouté la possibilité de, voilà, le point qu'il faut recenser les opérateurs existants. Mais je pense, en fait, avec notre compétence de développement économique, on devrait vraiment être un acteur pour s'assurer, pour développer un maillage dense, en fait, des magasins vélos qui inclut la vente des vélos, la location de longue durée, la vente du matériel d'entretien et aussi des ateliers de réparation. Et donc, je pense que chaque commune du territoire devrait avoir des tels magasins
et ça peut effectivement aussi se développer au sein de l'économie sociale et solidaire pour faire jonction avec la dernière délibération. Et comme dernier point sur les services, je pense aussi que la question des aides à l'achat ou à la location devrait être considérée. Parce que selon, quand on regarde par exemple l'évaluation des services vélo par l'ADEME, les aides à l'achat ou à la location sont la stratégie la plus efficace pour favoriser un report modal. Et donc, je parle bien évidemment ici des aides au cadre, fonds et à véhicules. Donc, on pourrait s'inspirer par exemple de la prime vélo de Toulouse, qui complète l'éco-chèque mobilité de la région et des aides de l'État. Si on met ça, par exemple, en balance avec les chiffres qu'on a vus là sur l'offre vélo libre-service, avec 450 000 € par an et avec une aide, par exemple, typiquement de 150 € par vélo, hein, c'est typiquement ce qu'on trouve à Toulouse, on pourrait chaque année financer 3 000 achats ou locations de vélos. Et donc ça, je propose de rajouter cette possibilité pour les discuter en groupe opérationnel, pour étudier cette possibilité d'avoir ces aides-là aussi au Sicoval. Merci. Jacques Charrier. Oui, moi, bon, 30 millions d'euros, c'est pas rien. J'aurais souhaité savoir si une étude a été faite pour connaître la fréquentation domicile-travail de ces cyclistes de façon à pouvoir comparer quelque part l'investissement et le service rendu. Henri Arévalo. Oui, je voulais dire que tout ça va dans le bon sens, bien évidemment. Saluer le travail donc des techniciens. Je sais qu'il y a un super tandem avec Julien et Pierre, pardon. Et je voulais même saluer le travail de Christophe Lubac. C'est extraordinaire, c'est super. Donc, mais seulement, je voulais revenir sur le financement un peu pas comme vient de le dire le collègue, parce que moi j'ai compris que 30 millions d'euros, c'était en fait c'est la totalité avec les financements. Et dans les calculs que j'ai faits pour le territoire Sicoval, j'ai calculé 12 millions d'euros, 40%, et le Sicoval 11,5 millions sur 9 ans, si j'ai bien compris. Donc mon calcul, c'est 1,2 million par an que le Sicoval va consacrer. Hein. Donc c'est pas une somme qui est quand même extraordinaire. Je pense qu'une politique comme ça mériterait effectivement peut-être une contribution largement supérieure. Et je suis un peu obligé de regretter que nous nous soyons engagés à financer la ligne grande vitesse pour 40 millions d'euros. Ces 40 millions d'euros, on aurait mieux fait de les investir dans le territoire et notamment sur ce type de politique. Je vous remercie. J'avais ensuite Alain Caral. Je vais aussi remercier pour le travail l'ensemble des techniciens et Christophe Lubac, bien sûr. Simplement, est-ce que ce projet, enfin, je trouve que le projet, effectivement, a une certaine tenue. Et par contre, j'ai pas bien compris, mais ça doit y être dedans, je suppose, c'est comment il se rattache à un autre projet qui s'appelle Rallumons l'étoile, que le RER toulousain, et comment, effectivement, il pourrait déjà, dans le schéma, on a 5 gares sur le territoire, en plus les gares du métro à venir. Mais si le projet Rallumons l'étoile se met en place, il y aura beaucoup d'autres gares. Et donc, comment effectivement on peut d'abord prévoir peut-être ces cheminements-là, mais aussi comment inscrire ce projet-là dans le projet de Rallumons l'étoile pour avoir aussi des wagons qui trimballent des trains, des vélos, car aujourd'hui c'est toujours quand même un problème. Et ce qui permettrait effectivement d'alléger pas mal de choses et d'avoir des possibilités pour les derniers kilomètres entre le train et le vélo, la complémentarité d'un transport modal de qualité. Merci. C'est noté. Alice Mélac, je crois. Vous voulez prendre la parole? Oui, bonjour et merci pour ce travail et la pédagogie qu'on a eu tout au long des groupes opérationnels de mobilité. C'est des sujets assez complexes.
Moi, j'avais une question de plan de financement parce que j'ai pas compris dans votre présentation, Monsieur Lubac, sur le slide, le même plan de financement que dans la délibération. Donc, soit j'ai mal regardé, soit que j'ai pas tout à fait compris et me refaire confirmer par rapport aux délibérations ce qu'on votera. Merci. Voilà, et Bruno Cobier. Oui, bonsoir. Moi, je vais aborder la question budgétaire. Effectivement, ce plan, enfin, moi, je souscris complètement à ce plan, mais effectivement, d'un point de vue financement, hormis les problématiques techniques qui confrontent ce genre de programme, avec des problématiques peut-être d'acquisition foncière, enfin, etc. Enfin, il y a quand même, ça demande un gros travail, mais effectivement, derrière, ça demande d'ajuster notre PPI. Et donc, en termes de moyens, Henri, non, c'est un plan qui est beaucoup plus ambitieux que ce qui est prévu au PPI. Alors, bon, on ne va pas se batailler sur les chiffres, mais on n'est pas loin de tripler ce qu'on avait prévu au PPI au départ, en termes d'investissement. On sera amené effectivement à en reparler quand on fera notre débat d'orientation budgétaire. Et il faudra aussi effectivement voir la situation financière de notre intercommunalité, mais aussi des communes, puisque comme vous l'avez si bien exposé, Christophe, c'est quand même aujourd'hui, il y a une nécessité d'avoir un partenariat interco aux communes. Mais peut-être ça va nous amener à réfléchir, parce que si on veut arriver à réaliser ce plan correctement, avoir peut-être une politique avancer davantage sur le pacte fiscal et financier pour pouvoir ne plus peut-être avoir d'obstacles financiers justement à ce niveau-là, parce que certaines communes ne pourraient pas assurer la continuité de certains itinéraires notamment. Et donc je crois aussi que ça va nous amener à réfléchir là-dessus, quoi. Donc nous aurons effectivement des discussions aussi budgétaires sur ce document-là. Tout à fait. Bon, Christophe. Oui, alors on le voit, mes chers collègues, hein, dans les interventions qui sont faites. Nous ne sommes pas un, nous sommes divers. Et en l'occurrence, les problématiques financières est à peu près ce qui nous lie dans tous nos débats et ce qui nous désunit dans toutes nos conclusions. Alors on peut toujours dire qu'un plan qui passe de 12 millions d'euros à 30 millions d'euros, c'est pas assez. J'aurais pu vous présenter un plan à 40, à 50, on avait de quoi, hein, mais il fallait qu'on trouve un consensus entre nous. Passer de 400 000 euros d'investissement par an, c'est en gros ce que ça coûte aujourd'hui à l'intercommunalité, à 1,2 million demain, c'est multiplié par 3. Et avoir un plan qui passe de 10 à 30 millions, c'est quasiment multiplié par 3. C'est aussi l'effort qu'on demande. Cet effort, il faut qu'il soit consensuel et qu'il fasse consensus entre nous. On peut toujours dire, on fera toujours mieux, mais vous savez, je suis humble dans la façon de présenter les choses. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Si ce soir, vous financez un plan vélo à 30 millions d'euros, ça sera déjà une première étape. Si demain, vous voulez en financer un à 40 ou 50, on est tout à fait prêt à vous en présenter un qui sera encore plus ambitieux. Plaisanterie mise à part. L'objectif, il est quoi? De pouvoir réduire la part modale et les questions qui ont été posées sur la question de la diminution notamment de la part de la voiture sur notre territoire, elle est effectivement importante. Il y a une part des transits qui sont des transits qu'on ne maîtrise pas. Ceux sur lesquels on a travaillé dans ce plan vélo, ce sont en fait les domiciles, le premier trajet qu'on a privilégié, c'est domicile-travail. Parce qu'on pense que c'est sur celui-là où on aura le plus de possibilités d'intervenir compte tenu des flux pendulaires que nous avons sur notre territoire. Mais c'est une stratégie qui n'est pas une stratégie propre au Sicoval, hein. C'est quand même la première des stratégies. Et ensuite, les aménagements que nous faisons, de toute façon, ils serviront aussi en deuxième temps sur du trajet vers l'école, le collège, les loisirs, etc. Ce qui nous a amené à penser ce projet aussi au travers des infrastructures du territoire. Et dans l'évolution, vous pouvez remettre la carte s'il vous plaît, dans l'évolution d'ailleurs de ces cartes, vous le voyez, au fur et à mesure, on positionne les stations de métro. Et je vous rappelle que dans les calculs de part modale que nous faisons, on n'a pas encore totalement pris en compte, mais on va attendre quand même le plan de mobilité urbain et les études ménages pour regarder quels seront les impacts aussi qu'on peut avoir sur ces reports modaux là. Et je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais nous avons positionné ce que nous défendons au sein de l'intercommunalité par rapport au service express métropolitain, le fameux RER métropolitain. C'est-à-dire qu'on puisse conserver les gares actuelles du territoire et nous avons
positionner ce qui est ce qu'on souhaite dans les études qui sont menées actuellement par la région et l'État. Une gare sur la ZAC du Rivel, elle est sur notre cartographie. Ça a d'ailleurs été beaucoup demandé qu'elle soit positionnée de manière très factuelle, de façon à ce qu'on puisse la conforter et l'affirmer comme étant un point important. Mais ça ne faisait pas de doute pour nous. Et le sujet après, c'est comment, et dans la stratégie que nous avons eu de mise en œuvre de ce plan, c'est comment est-ce qu'on arrive à mailler les stations de métro, mailler les pôles multimodaux, c'est-à-dire là où il y a des bus de transport lourd, je pense par exemple à la Maladie. Et puis on a un sujet avec Tisséo, il y a un vrai débat, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on va tirer l'Inéo 6 au-delà de Castanet et de la Maladie, en lien aussi avec la question du vélo. Comment est-ce qu'on relie aux gares, comment est-ce qu'on relie au pôle d'emploi, donc les ZAC, toutes sont desservies par le plan vélo, etc., etc. Comment est-ce qu'on va au collège, comment est-ce qu'on va au lycée, comment est-ce qu'on va à l'école. Et ce qu'on a amené, qui est un peu différent, c'est tout ce que vous voyez sur la partie des coteaux qui sont plus tournés vers le Murtin, c'est-à-dire les liaisons que l'on fait vers les gares qui ne sont pas sur notre territoire, les gares du Murtin, donc celles du Vernet et de Pin-Just-Arrêt, parce qu'on a un enjeu très fort, parce qu'une partie des habitants du Sicoval sont en fait physiquement, dans leur pratique quotidienne, plus tournés vers cette partie-là du territoire que vers la vallée de l'Ers. Et donc ça aussi, on l'a pris en compte de façon à améliorer notre maillage. Pour autant, il n'est, et je l'ai bien dit dès le départ, il est un aboutissement en termes de rédaction, mais il y a une mise en œuvre, et surtout, il s'inscrit dans un autre plan qu'on vous présentera dans quelques mois, et, qui est celui des plans de mobilité décarbonés du territoire, qui va permettre notamment, entre autres, vous le verrez, sur la question des usages et de la pratique, parce qu'il y a différentes pratiques sur le territoire, mais de penser aussi, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, donc j'y reviens, la question du dernier kilomètre. Mais c'est le dernier kilomètre, pas nécessairement seulement celui qui permet d'aller au travail ou à l'école, mais c'est aussi le dernier kilomètre quand on a par exemple des transporteurs qui viennent livrer, se poser ces questions-là, parce que ça a un impact sur notre territoire en matière de pollution, en matière d'engorgement de nos routes, etc. etc. Vous avez évoqué la question, alors c'est vrai que dans le système vélo, et c'est aussi ça qui était important de pouvoir pour vous présenter, c'est que pour nous, le système vélo, c'est pas seulement effectivement que de faire l'infrastructure. Et d'ailleurs, j'ai fait la remarque dans la présentation, Monsieur Knodel-Seder, que je n'y retrouvais pas ce qu'on avait évoqué en groupe opérationnel mobilité concernant l'identification des espaces de vente, de location, qui fait partie pour nous du système vélo. C'est-à-dire que permettre la pratique du vélo sur un territoire, c'est des infrastructures, mais si vous n'avez pas la possibilité de faire réparer à proximité de chez vous, si vous n'avez pas la possibilité de garer votre vélo quand vous arrivez à la gare, etc., etc., ça ne peut pas bien fonctionner, ou en tout cas, ça ne fonctionnera pas de manière idéale. Donc ça fait partie effectivement du système vélo. Soyez-en assurés, je pense que c'est peut-être un bug dans la présentation qui a été faite. Et je pense, alors, et sur la question des financements, donc sur la délibération, pardonnez-moi, et effectivement, ce que l'on n'a pas dit, peut-être pas assez clairement en tout cas, c'est la question des partenaires. C'est aussi une des raisons pour laquelle on a poussé le trait, en fait, de ce plan vélo. On est basé sur 60% de financement des partenaires. Donc, département, région, État, qui, et les uns et les autres, développent des plans vélo, des schémas vélo, etc. sur leur territoire et les financent. Ça veut dire qu'il va falloir aller les chercher. Première étape était pour nous le conseil départemental. Dans les financements que nous avons acquis sur les 3 prochaines années, nous avons déjà obtenu, alors je vais peut-être essayer de ne pas dire une bêtise, un doublement ou un triplement des subventions, un triplement, quasiment, ouais, c'est ça, de 500 à 1,5 million, un triplement des aides du département pour notre plan vélo. Et puis, il va falloir aller chercher la région, l'État. Ça fera partie aussi du travail que nous avons à faire. Mais on est dans une dynamique quand même depuis l'après-Covid qui fait qu'on a une conjonction des financeurs pour soutenir la question des plans vélo qui est assez importante. Une fois qu'on a retiré ces 60%, il nous reste 40% de financement de la part travaux. Et j'entends bien travaux, ce qui est acquisition foncière d'une part, et travaux d'éclairage. Parfois, les communes souhaitent éclairer. Ça reste de la responsabilité du financement communal. C'est-à-dire qu'un plan vélo ne finance pas l'éclairage public. Et le foncier, c'est parce que ces pistes sont des pistes qui sont faites par l'intercommunalité, mais sur un territoire communal, sont financées, le foncier est financé par la commune, pardonnez-moi. Sur les 40% restants, quand la trajectoire du réseau
passe par plusieurs communes, pardonnez-moi, elle sera répartie de manière équitable entre chacune des communes traversées. Voilà. Sur la base de 80-20. Sur les 40% restants, 40%, 20% sont aux communes, répartis de manière équitable entre les communes. Voilà. Et M. Cobé y sera attentif. Je pense avoir répondu à toutes les questions, Président. Merci, merci Christophe. Je ne vois pas d'autres mains ici. Ah, j'ai déjà eu la parole, Jacques. Ah, pardon, oui. Ah oui. Oui, tu as raison. Alors, c'est toujours pareil. Si vous ne faites pas de pistes cyclables, vous êtes sûr que personne ne va les utiliser. Je pars de là pour qu'on soit d'accord sur... Voilà. À partir du moment où on développe une piste cyclable, on crée la possibilité de son utilisation par d'autres. Ça a l'air basique, ce que je dis est très idiot, hein, mais ça ne fonctionne que comme ça. Là où on est en difficulté, et je l'accorde tout à fait, c'est que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avions pas de comptage pour objectiver. Dans le plan vélo, on finance aussi du comptage pour pouvoir objectiver. Je ne connais pas de commune à l'heure d'aujourd'hui. Hein, alors peut-être si une parce que voilà, mais c'est peut-être parce qu'elle n'a pas forcément porté cette question du vélo, qui nous disent aujourd'hui en développant des pistes cyclables sur mon territoire, je n'ai pas de fréquentation qui augmente, ne serait-ce qu'en matière de ressenti. Par contre, il nous faut l'objectiver clairement. Partout où on développe du vélo, des pistes, qu'elles soient des voies vertes, des bandes cyclables, même du VLS sur un territoire, on a une augmentation de la pratique et un report modal, une augmentation de la pratique. Et ensuite, si on a un bon réseau, on peut avoir un report modal. Donc j'allais dire objectivement comme ça, on a ce qu'on vous présente comme chiffre, mais anticiper quelle sera la fréquentation demain, ça c'est quelque chose. Voilà, je ne sais pas si Egis, alors peut-être que vous avez des exemples sur d'autres territoires, mais on ne peut pas le quantifier à l'heure d'aujourd'hui. Par contre, ce qu'on sera en capacité de faire, c'est de vous quantifier son évolution dans le temps et sur l'ensemble du territoire. C'est vrai qu'il y a un effet levier qui est indéniable. L'offre crée véritablement la demande en matière d'aménagement cyclable. À partir du moment où on propose un aménagement sécurisé, continu, lisible pour l'usager, on va avoir toute une panoplie d'usagers. Ça va de l'enfant de moins de 8 ans à de plus en plus des personnes d'un certain âge qui se mettent au vélo et qui délaissent la deuxième voiture pour investir dans un VAE. Donc c'est clairement cet effet-là qui est recherché. Et juste préciser, moi je pense qu'on aura une très bonne surprise à la fin d'année lorsqu'on aura la communication de l'enquête ménage qui va certainement révéler que la part de marché qu'on évoquait tout à l'heure, des 3-4%, je pense qu'on est déjà à ce niveau-là, à vérifier avec l'enquête ménage, mais je pense que les résultats que l'on vous a présentés émanaient des données INSEE de 2019-2020. Donc on sait clairement ce qui s'est passé depuis et on peut clairement imaginer que la part de marché du vélo, elle se situe plus proche des 5% sur le Cycoval que des 3%. Bien, peut-être un élément complémentaire par rapport à ce que disait Jacques. C'est vrai que dans ce plan, le travail a été fait aussi par rapport à des itinéraires, et notamment des itinéraires pertinents de déplacement domicile-travail, alors même que dans les plans précédents, certes, il y avait une part d'intérêt communautaire, mais il y avait aussi beaucoup, à l'initiative des communes, la capacité de réaliser certains bouts et pas forcément des itinéraires complets. Et donc, c'est autant d'atouts, mais après la mesure est nécessaire, autant d'atouts pour réussir ce transfert donc évidemment vers le vélo, donc ce transfert modal. Bon, je ne vois pas d'autres mains qui se lèvent. Et... Oui, Christophe, je t'en prie. Oui, merci Président. Remercier les services qui ont travaillé à mes côtés là-dessus et Gis pour leur travail. Merci beaucoup. Et merci à toi. Donc, je vais soumettre à votre approbation donc ce plan vélo 2023-2032 qui est contre, qui s'abstient. Alors, 1, 2, 3, 4, je compte 5 abstentions, c'est ça. Merci beaucoup et merci encore pour tout le travail réalisé. Je vous propose donc que nous enchaînions sur donc le point qui concerne
Donc l'instauration d'une taxe GEMAPI, en laissant la parole non pas à Bruno Cobé, bien que nous parlions de taxes, mais à Laurent Forest, qui lui est dans l'art même de ce pourquoi cette taxe sera instaurée, nous l'espérons. Donc, bonsoir à vous, bonsoir à tous. Je vais essayer de faire un peu plus court que les deux sujets précédents. Donc, GEMAPI, ça fait plusieurs années que nous en parlons. La compétence GEMAPI est affectée aux intercommunalités depuis 2018, donc ça fait 5 ans, et 5 ans que nous préparons donc cette échéance. Nous l'avons préparée parce que, en fait, depuis les années 2000, même un petit peu avant, le SICOVAL s'est doté d'une cellule qu'on appelle la cellule rivière et qui en fait a œuvré pour entretenir les cours d'eau, enfin pas tous, mais une partie des cours d'eau, 110 km, une quinzaine de cours d'eau, a œuvré pour entretenir ces cours d'eau à double fonction, double niveau. D'une part, un entretien mécanique pour assurer l'écoulement, le passage de l'eau, éviter les éboulements, éviter les embâcles lors de fortes pluies, et sur notre sujet qui est le bon état sanitaire de ces cours d'eau. Donc ces missions correspondaient avec quelques années d'avance aux objectifs de la GEMAPI qui est gestion des eaux, des milieux aquatiques et prévention des inondations. Donc, bon, attendez, où est les gars ? Donc là, voilà, ça c'est la présentation de la GEMAPI en France en 2021. Donc vous voyez les zones avec des couleurs un petit peu plus claires, rose, jaune, orange, sont les premières intercommunalités ou collectivités qui ont adopté la GEMAPI. On retrouve surtout le sud-est de la France qui est souvent soumis à des intempéries, enfin un manque d'eau, mais après aussi des forts excès. La zone pyrénéenne, le bassin Garonne et le bassin parisien. Voilà. Donc en 2021, 50% de la population, c'est pas du territoire, mais de la population, était sous une compétence GEMAPI fiscalisée en quelque sorte. Voilà, donc vous avez des valeurs moyennes en Occitanie. La fiscalité liée à la GEMAPI est de 11 € par habitant et par an, et la moyenne nationale est à 7,50 €. Nous, bon, pour rappeler donc les points, les objectifs, ce que le SICOVAL a déjà anticipé depuis près de 20 ans, c'est préserver et améliorer le bon fonctionnement des milieux aquatiques et la biodiversité, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Entretenir ces cours d'eau, éviter que des arbres morts tombent en travers et empêchent le fonctionnement, puis ensuite génèrent des crues, et aussi de la renaturation, donc un travail de renaturation avec des travaux qui se font sur nos cours d'eau, notamment des réhabilitations de berges pour éviter aussi les éboulements. Un autre point, c'est réduire l'aléa, la vulnérabilité des risques d'inondation. Donc ce chapitre-là est géré de façon un peu plus globale dans le cadre du PAPI. Donc avec la communauté du Grand Toulouse, du Muretin et du syndicat de la Savotouche. En fait, ce sont des travaux qui se font dans le cadre du bassin Garonne pour réduire les inondations. La zone SICOVAL est un petit peu moins concernée par cette problématique. La vallée de l'Hers, et c'est vrai, quelques communes ont des zones inondables, mais c'est surtout le fond de la vallée de l'Hers, et notamment les communes de La Beige, Baziège, un petit peu Escalquens, mais globalement le territoire est pas trop concerné par cet aléa. Alors, enfin, sans pour autant ne pas être impliqué dans le PAPI. Donc cette compétence GEMAPI peut être déléguée à une intercommunalité, comme elle peut être aussi déléguée à un syndicat. Elle pourrait être déléguée au syndicat de l'Hers, auquel nous adhérons pour une partie du bassin versant. Toutefois, vu les circonstances de fonctionnement du syndicat de l'Hers, ce n'est pas un choix qui peut être fait.
Aujourd'hui, la GEMAPI, vous voyez, s'exerce enfin pas la GEMAPI, pardon, la compétence rivière s'exerce sur les cours d'eau que vous voyez en bleu, pardon. Essentiellement les affluents de l'Ers, donc sur, disons, les trois quarts du territoire, et ensuite une petite partie plus à l'ouest sont des affluents de l'Ariège, notamment l'Aïse dans la vallée de Issus, Saint-Léon, et le Cossignol de Montbrun à la Croix-Falgarde. Donc ces cours d'eau gérés par le Sicoval aujourd'hui représentent 110 km de linéaire. Ce sont des cours d'eau qui ont été définis comme étant des cours d'eau à surveiller et qui traversent des zones urbanisées, des villages, et qui peuvent être source de crues lors de fortes pluies, de fortes intempéries. Donc depuis 20 ans, ces cours d'eau sont soumis à... Enfin, nous travaillons tous les 5 ans avec un plan prévisionnel de gestion et aussi une DIG, donc qui permet de substituer la collectivité aux propriétaires, puisque ce sont quasiment toujours des cours d'eau qui appartiennent à des propriétaires privés. Et dans le cadre de la DIG, l'intercommunalité peut se substituer aux propriétaires qui n'en font pas l'entretien pour éviter tout risque de crue. Pardon, je n'ai pas fini. Aujourd'hui, la nouvelle réglementation sur les cours d'eau qui est gérée par la DDT mentionne une attention particulière sur l'ensemble des cours d'eau qui portent un nom. Donc, en très plein, pardon, sur les cartigènes qui portent un nom. Ce qui représente, en plus de ces cours d'eau bleus, les cours d'eau bleus plus clairs que vous voyez, qui représentent 220 km. Donc, on se retrouve aujourd'hui sur un chevelu de 330 km. On revient au chevelu. Donc, un chevelu de 330 km. Pour illustrer sur un exemple précis, par exemple, on voit le Rivel, le Vizinc. Vous avez le Vizinc qui démarre de Baziège jusqu'au-dessus des Varennes, et donc le cours d'eau principal. Ensuite, ce chevelu perpendiculaire qui en fait est très souvent des tout petits fossés avec un peu d'eau dans l'année, mais pas de façon continue. Voilà, donc ça c'est l'image pour illustrer, pour se donner un ordre d'idée sur ce que sont ces nouveaux 220 km. En fait, ces 220 km ne sont quand même pas des cours d'eau à proprement parler, mais c'est des affluents de ces cours d'eau et qui sont très souvent à sec. Donc la taxe GEMAPI a été mise en place en même temps que cette compétence, avec une possibilité donc pour une collectivité de prélever une taxe. C'est une taxe qui s'additionne aux taxes foncier bâti, foncier non bâti, taxe d'habitation sur aujourd'hui seulement les résidences secondaires, et sur la part cotisation foncière des entreprises, CFE. La particularité de cette taxe, ce n'est qu'elle n'est pas un taux, en fait. C'est la collectivité qui détermine un montant, et ensuite les services fiscaux passent ce montant à la moulinette et l'affectent aux 4 taxes locales, foncier bâti, non bâti et cotisation foncière des entreprises. La règle veut, enfin la loi, c'est pas la règle, la loi veut que que la GEMAPI soit plafonnée à une hauteur de 40 € maximale par habitant. Aujourd'hui, nous abordons ce thème-là après 5 ans de préparation, sachant qu'il faut présenter avant le 1er octobre de l'année N-1 l'intention de prélever la taxe, le taux ou le montant étant déterminé lors du vote du budget de l'année N. Donc l'évolution de l'organisation de la GEMAPI sur le territoire du Sicoval. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sur une gestion de 110 km de cours d'eau. Le dernier PPG en date 2017-2023
Donc ces plans pluriannuels de gestion ont une durée de 5 ans. Aujourd'hui, nous avons aussi une période transitoire puisque le PPG en cours termine en 2023 et le nouveau démarre en 2024. Donc il y a aussi un moment où la mise en place de cette taxe correspond au changement de PPG. Toutefois, nous pouvons considérer que le prochain PPG intégrera 330 km de cours d'eau au lieu de 110, avec toujours le fait que ces cours d'eau restent des propriétés privées et que la responsabilité à la base de la gestion incombe aux propriétaires riverains. Toutefois, le SICOVA ou la collectivité se substitue par le biais d'une DIG, donc déclaration d'intérêt général, au cours de laquelle elle peut intervenir sur terrain privé et notamment dans les zones dangereuses, l'effondrement, zones de chute d'arbres, de branches, d'embâcles, de déchets aussi, parce qu'il y a aussi des déchets, et ensuite sur des travaux de réhabilitation de ces berges. Donc, globalement, un petit budget. Les dépenses, ce sont le suivi de ces cours d'eau par un technicien. Un travail, le plus gros, c'est le travail d'entretien et travail de renaturation. Ensuite, nous avons dans les dépenses de cette cellule une adhésion au syndicat de l'ERS et aussi une participation financière aux travaux d'études sur le PAPI avec donc le Grand Toulouse et 2 autres intercommunalités. Au niveau recettes, ce sont essentiellement des fonds propres de l'intercommunalité et des subventions de l'agence de l'eau et de la région, notamment pour accompagner à la base certains travaux d'entretien, mais aujourd'hui de plus en plus de travaux plutôt de renaturation que d'entretien. Voilà. Donc, dans cette présentation, on intègre le scénario actuel et le scénario 2024-2029 avec 3 variantes, comme vous pouvez voir. Donc, le scénario actuel, c'est la gestion et surveillance de 110 km de cours d'eau, veiller au bon écoulement des eaux et aussi lutter contre le risque d'inondation. Renaturation des cours d'eau pour améliorer la qualité de l'eau, la ripisylve. Donc ça, ce sont les travaux qui sont aujourd'hui essentiellement financés par l'agence de l'eau et la région. Et ensuite, certains travaux d'animation locale avec des collectivités, des agriculteurs, des riverains. Dans le scénario 1, 2 et 3, nous intégrons donc la surveillance des 330 km, mais avec aujourd'hui un constat que sur ces 330 km, l'enjeu ne se porte que sur 50-60 km supplémentaires en fait. Sur 330 km, il y a environ 50 km, c'est-à-dire 15 à 20% de ces 200 km supplémentaires, le quart, qui ont un intérêt d'être suivis, d'être accompagnés, travaillés, préservés, sachant que les autres sont vraiment des tout petits fossés avec quasiment aucun intérêt. Donc on prévoit un travail donc un petit peu plus conséquent, de 110 km passé à 170 km. Ensuite, l'ensemble des autres actions restent les mêmes. On rajoute la gestion des zones humides puisque cela fait partie de la GEMAPI. Et voilà, donc vous avez scénario 1, scénario 2, scénario 3, avec ensuite dans les scénarios 2 et 3, deux points supplémentaires qui sont des enveloppes financières que l'on pourrait intégrer, à savoir donc GEMAPI, protection des inondations, et aussi nous avons, alors ce n'est pas écrit ici, mais une autre compétence qui est la gestion des eaux pluviales urbaines qui intervient directement dans la gestion de l'eau en fait, qu'elle soit GEMAPI ou gestion des eaux pluviales urbaines. On retrouve les mêmes cours d'eau, les mêmes problématiques. Donc, vous verrez tout à l'heure dans le détail, ces deux enveloppes, donc ces deux choix, scénario
2 ou 3 sont des enveloppes qui pourraient intervenir dans le cadre de la GEMAPI, mais pour alléger le système des eaux pluviales urbaines. Donc il y a 2 sommes, mais fait, tout ça, c'est peut-être que Bruno Cobé en parlera tout à l'heure, mais c'est un montage pour montrer le mécanisme. Voilà. Donc vous avez ici des choses plus précises. Le budget actuel, donc je fais vite, hein. Les techniciens qui font l'inventaire, le travail de surveillance, de suivi, un technicien et demi. Ensuite, la mission de la régie, c'est les techniciens qui interviennent physiquement et avec sur les cours d'eau. Des travaux, enfin des achats de matériel consommable, l'adhésion au syndicat de l'ERS. De l'autre côté, quelques missions qui sont faites aussi auprès des communes et une mission, enfin un retour qui est la masse salariale. Donc on arrive dans la situation actuelle aujourd'hui entre investissement et fonctionnement à un reste à charge pour la collectivité de 290 000 euros. Donc aujourd'hui, même si la GEMAPI n'existe pas, le SICOVAL consacre 290 000 euros par an à la gestion des cours d'eau, des rivières, l'entretien, le bon fonctionnement de ces éléments pour 290 000 euros. Les deux exemples, enfin les deux scénarios 1, 2 et 3 sont basés sur les mêmes données, avec seulement un peu plus de main-d'œuvre dans le cadre de la mission de régie, puisque on passe de 110 km à 170 km, donc il y a une nécessité de personnes supplémentaires pour assurer ces travaux d'entretien. Et ensuite, donc on arrive dans le scénario 1, c'est-à-dire en faisant exactement la même chose aujourd'hui que par le passé, à un reste à charge de 430 000 euros, 437 000 euros pour l'intercommunalité. Et ensuite, les scénarios 2 et 3 sont exactement les mêmes montages avec ce que je vous ai présenté juste avant. Un projet intégré, un projet d'aménagement, certains travaux prévisionnels, des travaux qui pourraient aussi accompagner la politique des eaux pluviales urbaines, donc avec une fois 150 000 euros et une autre fois 250 000 euros, donc ce qui nous fait des restes à charge d'un côté de 587 000 euros et l'autre 837. Donc voilà, pour synthétiser, l'actuel, 290 000 euros, les 3 autres scénarios, le même qu'aujourd'hui, et le 2 et 3 qui intègrent indirectement une part de gestion des eaux pluviales. Et voici ce que cela donne une fois passé par la moulinette du Trésor public. Donc vous avez le scénario actuel de 190, le 1, 437, et ensuite en dessous, répartis, par exemple, donc si on prend la première ligne, le scénario actuel générerait une taxe sur une maison de 4 pièces, 100 mètres carrés à Ramonville, une taxe de 4,70 € pour une habitation, 4,30 € à Auziel et 4,70 € à Castanet. Et ensuite, les tableaux suivants donc, donnent la simulation pour les scénarios 1, 2 et 3. Donc, ce qui fait en gros passer de 4,70 € aujourd'hui à 7 € si il n'y a aucune mesure supplémentaire d'anticipation en fait, et sinon 9,50 € ou 13,50 € en gros, voilà. Et en dessous, on retrouve cette même simulation au niveau des entreprises. Donc il y a un panel d'entreprises assez vaste qui a été choisi pour bien illustrer. Donc un petit artisan coiffeur Escalquens, aujourd'hui sa participation, sa contribution serait de 8 €, pouvant passer dans le pire des cas à 25 €. Pour un boulanger à Ramonville, 17 €, pouvant
passer à 50 et ensuite pour une grosse entreprise de Castanet ou un éditeur de logiciels à la Belge, on retrouve une contribution entre 900 € et 2008. Voilà, donc mise en place de la GEMAPI. Nous sommes dans la période transitoire entre 2023 et 2024 de 2 PPG, donc de programmes pluriannuels de gestion de ces cours d'eau. Donc dans ces programmes, on définit quel ruisseau va être priorisé sur quelle zone et dans quel but. Les projets de renaturation sont aussi définis sur des zones, alors parfois avec des risques de coulées de talus, d'éboulements. Aujourd'hui, nous sommes, comme vous voyez, en 2023, quelques mois avant le mois d'octobre de l'année N-1, ce qui veut dire que nous prendrions aujourd'hui la décision de voter l'instauration de cette taxe sans pour autant en choisir le montant. Ce montant sera présenté et voté lors du vote du budget, c'est-à-dire en avril 2024. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Bien, merci Bon. pour cette présentation. Alors, vous l'aurez compris, hein, on a là donc une position de principe à affirmer, bien évidemment, si vous le souhaitez. Et ensuite, donc, à l'automne, pas trop tard, pour éviter de se laisser un petit peu déborder. Donc, on aura une position plus précise quant à l'appel. Oui, alors j'ai Didier Belair. D'autres demandes de prise de parole? Bon, Didier, je t'en prie. Le micro, s'il te plaît. Pourquoi, sur les scénarios 1, 2 et 3, les recettes diminuent par rapport à la situation actuelle? On passe de 200 000 à 160 000. Non, c'est la feuille d'avant. Oui, en fait, c'est parce que il y a des travaux qui ne sont pas subventionnés. Donc, sur les enveloppes de 150 000 et 250 000 euros, il y a un certain nombre de travaux qui probablement ne seront pas subventionnés. Donc, on n'a pas appliqué le montant de la subvention. Après, on pourrait avoir des recettes supplémentaires. Mais on a mis en tout cas les recettes dont on était certain. C'est pas très logique, votre truc. Parce que parce que certains types de travaux sont pas pris en charge par les subventions. Aujourd'hui, les subventions s'appliquent aux travaux de renaturation. Or, les enveloppes de 150-200 000, c'est pas forcément pour faire de la renaturation. Ça peut être pour répondre à d'autres cas, mais qui n'ont rien à voir avec la renaturation. En complément, le taux baisse aussi des subventions de l'Agence de l'eau. Hein. D'autres Oui, je vous en prie. Si j'ai bien suivi la présentation, il peut apparaître des situations où le SICOVAL intervient sur des propriétés privées en lieu et place des propriétaires. La question que je me pose, c'est au niveau des recettes, est-ce qu'il a été envisagé de faire payer ce service aux propriétaires? Est-ce que ça fera l'objet d'un débat budgétaire plus tard? Puisque, à ma connaissance, c'est une obligation des propriétaires d'entretenir leur berge. C'est une question. Voilà. Oui, vous avez raison, mais c'est pas à ce jour, c'est pas un sujet qui a été traité et tranché en tout cas avec alors c'est vrai que ça fait plus de 20 ans que ça se gère comme ça, donc la collectivité poursuit pour assurer le bien des personnes surtout, et des biens et des personnes, mais c'est vrai que la contribution des propriétaires dans ce cas n'est pas, elle va être indirectement impactée par la taxe GEMAPI, mais c'est tout, elle ne sera pas directe.
Oui, voilà, c'est très compliqué. Il y a des éléments juridiques à bien connaître parce qu'on ne peut pas appeler, selon la configuration, donc un paiement par les propriétaires concernés. Aujourd'hui, on a un programme d'intérêt général qui permet à certains endroits donc d'intervenir, mais sans faire appel, bien évidemment, voilà, aux propriétaires. Voilà, il faudra vraiment clarifier cet aspect-là. Il y a des conditions spécifiques dans lesquelles on peut, mais c'est spécifique. Voilà. D'autres, pas d'autres demandes? Bon, écoutez, alors peut-être avant de procéder au vote de l'institution de la taxe GEMAPI, je souhaiterais dire un mot sur tout le travail réalisé notamment par Élodie Delmas, pour la remercier donc de tout son investissement au Sicoval, puisqu'elle va voguer vers d'autres eaux dans quelques jours. Et je vous propose vraiment de l'applaudir. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien, donc concernant l'institution de la taxe GEMAPI, donc il conviendra bien évidemment de travailler encore sur les modalités de fixation annuelle des montants. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, merci beaucoup. Merci Laurent, merci à toute l'équipe. Nous passons au point suivant qui concerne donc le plan local d'insertion et de l'emploi. Donc Aurélien Evano n'étant pas parmi nous ce soir et représenté, je propose de céder la parole à une élue qui connaît bien aussi ce sujet pour l'avoir supporté. Donc Babé Galen. Alors, donc je vais essayer d'être rapide parce qu'il se fait tard et qu'en plus vous aurez, donc Aurélien et les services vous feront une présentation générale de la politique emploi dont fait partie le PLI cet automne, là, en septembre-octobre. Donc vous avez eu la note et l'annexe sur l'état des lieux du PLI. Juste vous rappeler que ce protocole d'accord là du PLI 2022-2025, donc le PLI, plan local pour l'insertion et l'emploi, a été voté en conseil de communauté du 31 octobre 2022. Donc le Sicoval l'a signé suite à ce conseil de communauté. Une signature plus officielle d'ailleurs est prévue lors du comité de pilotage de septembre 2023. Alors le PLI, donc dispositif porté par Toulouse Métropole en partenariat avec le Sicoval, avec le concours du Fonds social européen. Donc la convention là, de collaboration Toulouse Métropole Sicoval que nous vous présentons ce soir est la mise en œuvre en fait opérationnelle de ce protocole et du partenariat dans la continuité des engagements qui ont été votés donc l'année dernière. Donc ce dispositif, je veux juste vous rappeler qu'il propose un accompagnement individualisé et renforcé des demandeurs d'emploi. Et par ailleurs, donc, des services spécifiques aux entreprises qui ont des besoins de recrutement, tout secteur d'activité confondu. Alors, comme le protocole court jusqu'en 2025, donc il est proposé que la convention couvre les 3 années restantes, donc 2023, 2024, 2025. Cette convention reprend les mêmes engagements par an que proposé sur la convention pour l'année 2022. Donc au nombre de 3, donc la contribution du Sicoval à l'équipe d'animation du PLI par l'emploi d'une chargée de mission territoriale qui anime le PLI sur notre territoire, donc Elsa Duval, pour ceux qui la connaissent, et qui coordonne 4 référents sur notre territoire. Deuxièmement, la contribution au financement des postes de référents PLI pour un montant de 25 500 €, ce qui correspond à 50% du coût moyen annuel d'un poste de référent PLI. Et enfin, la contribution au financement du plan d'action pour un montant de 20 000 €. Donc, c'est ces 2 montants qu'il faut retenir, 25 500 et 20 000 €.
Alors, à savoir qu'en 2022, 2634 personnes ont été accompagnées sur les 76 communes que couvertes par le SICOVAL et Toulouse Métropole, grâce à 35 référents plis répartis sur 70 lieux différents. Ça fait 4. Alors, du côté accompagnement des entreprises, ce sont 4000 entreprises qui ont fait confiance au pli. Juste vous préciser que le financement de l'animation des entreprises n'a jamais été porté par le SICOVAL. On est juste sur le versant accompagnement demandeurs d'emploi. Sur le SICOVAL, donc, ce sont 170 personnes qui ont été accompagnées, soit 7% de l'ensemble des participants, avec 56% de sorties positives, c'est-à-dire des gens qui sont sortis du dispositif avec un emploi durable ou une formation qualifiante. Donc 7% de l'ensemble des participants. Et sur l'ensemble du budget du pli, la participation financière du SICOVAL, elle représente 6%. Voilà. Donc vous rappelez enfin que la feuille de route portée par Aurélien Evano de la politique emploi pour ce mandat-ci concernant le pli prévoit de maintenir, soutenir et renforcer le pli, d'améliorer la proximité et l'ancrage territorial dans les communes, de continuer à développer la relation employeur, que ce soit du secteur public ou privé, entreprises et assos, et de continuer à développer des actions pli sur le territoire. Voilà, donc depuis 2021, ce sont plusieurs actions du pli qui ont été organisées directement à l'espace emploi-formation de la Beige, des formations à l'inclusion numérique, à l'apprentissage du français, des prêts d'ordinateurs, etc. Et donc, ces actions sont aussi prévues sur 2023. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est donc de signer ce protocole pour 2022-2025, donc protocole qui est joint en annexe. Et voilà, et la convention de collaboration Toulouse Métropole SICOVAL pour 2022. Et voilà, et d'autoriser le président à signer. Voilà. Peut-être un petit point complémentaire, on réalisera sans doute un bilan plus approfondi de toutes les actions emploi. Je l'ai dit au début. Oui, à la rentrée. Et je vous invite à regarder de très près les débats sur la question de France Travail. Bon, nous avons une certaine inquiétude malgré tout par rapport à ce nouveau plan France Travail et notamment tout ce qui relève du aller vers, c'est-à-dire plutôt un travail social et pas uniquement le fait de créer des mariages entre des offres d'emploi et des demandes d'emploi. Voilà. Bon, je vous le dis parce que peut-être aura-t-on à ce moment-là aussi un débat plus approfondi en fonction des textes qui auront été débattus à l'Assemblée nationale et au Sénat. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. J'avais bien entendu que tu avais parlé de ce bilan à la rentrée. Avez-vous des remarques, des positions ou des questions d'ailleurs relatives à cette convention de partenariat? Pas de remarques. Écoutez, je vais donc soumettre à votre approbation cette convention de partenariat afin que nous puissions la signer pour les années donc 23, 24 et 25. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, merci beaucoup. Et on relaiera bien évidemment cette unanimité à Aurélien Evano qui n'a pas pu être avec nous ce soir et à l'ensemble des services. Donc nous en venons aux questions que vous avez souhaité mettre au débat, c'est M. Knödel-Seder. Donc, le point numéro 5 concernant la contribution du SICOVAL à Tisséo Collectivité pour l'année 2023. Quelle était votre remarque ou question, M. Knödel-Seder? J'avais ni remarque ni question, c'était simplement pour voter cet point séparément des autres points, s'il vous plaît. Pardon, je le soumets au vote. Qui est contre? Bon, Monsieur Arévalo. Oui, je voulais remercier Jürgen d'avoir mis ce point à l'ordre du jour parce que c'est pas rien. Tel que c'est rédigé dans la délibération, les premières lignes m'inquiètent et il n'est pas très clair si effectivement l'aide complémentaire qu'on apporte est une aide qui était programmée dans le plan la montée en charge ou si c'est lié à une difficulté économique que traverserait donc Tisséo, tel que les 4 premières lignes pourraient nous le laisser entendre. Je dis ça parce que moi, quand je siégeais, j'avais attiré l'attention à plusieurs reprises sur les risques très importants du financement de la 3e ligne, au point que je me demandais si cette ligne
serait d'utilité publique ou serait une catastrophe publique. Et je suis en train de m'inquiéter sur l'avenir de Tisséo, de ses finances. Donc si on peut m'apporter l'indication à savoir si la contribution supplémentaire était planifiée ou elle est liée à une situation dégradée des finances de Tisséo. Merci. Pas d'autres questions concernant ce point? Bon, Christophe. Non, c'est la contribution sur laquelle nous nous sommes engagés dans les discussions avec Tisséo depuis de nombreuses années. La phrase d'accroche est une phrase qui resitue dans le contexte antérieur des discussions que nous avions sur l'augmentation notamment du coût du CLB, mais rien à voir avec la situation financière de Tisséo à l'heure d'aujourd'hui, dont l'ESB numéro 5 présenté par Toulouse Métropole et par son grand argentier nous montre que il n'y aura pas de difficulté à échéance des années à venir. Par contre, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver demain. Voilà. Bien, merci. Je soumets donc au vote cette délibération, donc avec la fixation de la contribution, etc. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, merci. Le point suivant mis au débat souhaité par Monsieur Knödel-Seder concerne la collecte du courrier sur le site de l'Abbé Genova. Monsieur Knödel-Seder, quelle est votre question? Alors là, c'est effectivement une question parce que le texte est extrêmement succinct et on a du mal à en fait comprendre de quoi il s'agit et comment ça fonctionne. Donc, si j'ai bien compris, vous me corrigez. Donc, il y a un marché qui coûte au Sicoval chaque année 156 000 € aux taxes. Et il n'est pas du tout dit, et donc il n'est pas du tout clair si c'est un service qui est ensuite après facturé aux entreprises ou si c'est un coût vraiment qui advient au Sicoval, ou si même s'il y a une facturation, est-ce qu'il y a il y a un coût restant pour le Sicoval pour ce service? Alors peut-être, bon, je vais répondre, hein, Bruno, si tu le permets. En fait, c'est pas du tout payé par les taxes, hein, autant être clair. Lorsque les entreprises s'installent sur la baie Genova et notamment dans l'acte qu'elles signent, donc elles s'engagent à payer une redevance correspondant à un certain nombre de services assurés sur la zone. Et donc cette redevance a été calculée, évaluée pour apporter un certain nombre de services, dont la distribution du courrier, qui fait certes l'objet effectivement d'une mise en concurrence, mais qui ensuite est pleinement assumée par les entreprises de cette zone-là, et donc le Sicoval n'y contribue pas, hormis par le flux financier correspondant. Voilà. D'autres questions? Bon, je soumets à votre approbation donc cette décision sur la collecte du courrier spécifique à la baie Genova, hein, d'accord, on est bien d'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant aussi, demandé au débat par Monsieur Knödel-Seder, qui concerne le déstockage de l'EPFL du Grand Toulouse au profit de la SPL Enova de parcelles situées sur Baziège et Montgiscard d'une superficie d'environ 307 182 mètres carrés au bénéfice de la ZAC du Rivel. Quelle était la question? Donc là, pareil, ce n'est pas une question, mais c'est en fait c'est pour voter cette délibération séparément et surtout aussi pour expliquer mon vote. Donc il y a en fait quelques semaines, le Sicoval a organisé 2 réunions publiques pour faire la promotion de la ZAC du Rivel auprès de la population et pour la convaincre du bien fondé du projet. Et personnellement, je trouvais suivre ces réunions, c'était fort révélateur. Car à chaque objection contre le développement d'une nouvelle ZAC, la seule réponse a été le besoin d'accueillir de nouvelles populations sur le territoire. Et donc, peu importe les craintes de la population, du réchauffement climatique, peu importe les craintes de manquer de l'eau, peu importe la demande de maintenir une agriculture nourricière, votre réponse fut toujours la même. Il faut créer de l'emploi pour accueillir de nouvelles populations sur notre territoire. Or, au lieu d'opposer vos certitudes aux craintes des citoyens, vous aurez pu engager un véritable débat avec ceux qui vous ont élus. Au lieu d'opposer accueil de la population et questions environnementales comme vous le faites souvent ici, vous auriez aussi pu engager le débat sur la question qui devrait être au centre de nos préoccupations,
celle de savoir comment conjuguer les deux impératifs. Donc, ouvrir ce débat veut dire reconnaître que tous les emplois ne se valent pas. Et donc, la vérité est qu'aujourd'hui, il y a des emplois qui doivent disparaître dans une forme de décroissance planifiée. Et ces emplois-là sont ceux qui saignent notre planète pour fabriquer des futiles dont personne n'a réellement besoin et qui ont pour seul but de remplir les poches des capitalistes. Alors, pour savoir de quel emploi il s'agit, il suffit de consulter le plan de la transformation de l'économie française. Vous l'avez là. Hein. Des grossistes, des emplois dans les constructions neuves, des emplois dans l'industrie automobile, dans le transport aérien, dans le transport routier, dans la logistique. Et de l'autre côté, il y a des emplois nécessaires pour satisfaire les besoins réels des populations qui respectent les limites planétaires. Et là, on voit des soignants, des médecins, des enseignants, des agriculteurs, des artisans, des gardes forestiers, des fabricants de vélos, des chauffeurs de train, etc., etc. Donc, nul besoin d'une SAC pour créer ce type d'emploi. Et à propos de la logistique, qui a été le chiffon rouge quand même lors des 2 réunions publiques, ce qui n'est pas étonnant parce qu'à cause de nuisances en fait engendrées par la plateforme Lidl à Baziège et où il y a des batailles juridiques en cours. Donc, vous avez martelé lors de la réunion, lors des 2 réunions, qu'il n'y aura pas d'activité de logistique dans la SAC de Rivelle. Alors, pourquoi ce revirement, tandis que le Sicoval a été moteur dans l'installation de la plateforme Lidl à Baziège? Comment accorder de la confiance à des paroles que les actes ont largement démenties? Et puis, quelle garantie pouvez-vous réellement donner? Nous n'avons jamais voté une délibération interdisant des activités logistiques dans la SAC de Rivelle. Mais pire encore, vos cahiers des clauses techniques pour la construction de la SAC de Rivelle, prévoient explicitement la possibilité des activités de logistique. Sur la page 16 de ces clauses techniques, on peut lire, je cite, « Compte tenu de l'implantation potentielle d'activités logistiques dans la SAC, le projet prévoit la création des voiries primaires d'une largeur de 7 mètres. » Donc, lors des réunions publiques, avez-vous sciemment menti à la population? Si ce n'est pas le cas, expliquez-moi comment vos déclarations peuvent être en flagrante contradiction avec les documents d'aménagement de la SAC. Et donc, un dernier point sur ces réunions publiques. Un participant avait proposé qu'on organise un référendum sur la création de la SAC, pratique qui existe ailleurs et qui aurait la vertu d'offrir une issue démocratique à la question de la SAC. Elle donnerait d'ailleurs aussi une voie de sortie honorable aux élus qui, en aparté, sont opposés au projet, mais qui n'osent pas s'afficher publiquement. C'est l'article 1112-1 du Code général des collectivités territoriales qui permet au Sicoval d'organiser un référendum sur la SAC de Rivelle. Toutefois, Monsieur le Président, vous avez rapidement écarté cette proposition lors des réunions publiques. Et on peut alors se demander si vous avez peur de la sagesse du peuple. Donc, mon sentiment après les 2 réunions publiques est que la confiance des citoyens dans leurs représentants est sérieusement ébranlée et on sait tous à quoi mène la perte de confiance des électeurs dans les politiques. J'appelle donc tous les élus à ne pas se placer du mauvais côté de l'histoire ou au moins à s'abstenir s'ils ne sont pas convaincus du bien fondé du projet. D'ailleurs, j'entends en conseil départemental qu'il faut offrir à la jeunesse une radicalité de fond concernant les problématiques environnementales. C'est donc une excellente occasion ce soir de vérifier si ces paroles sont sincères en les faisant suivre des actes. J'appelle donc de voter contre le déstockage des terres afin qu'elles puissent continuer à nourrir la population du territoire. Merci. Alors, je vais répondre, Henri. Moi, je ne peux pas admettre, Monsieur Knödel-Seder, un certain nombre de vocables que vous avez employés.
notamment le fait que vous considériez que nous avons menti, nous avons agi en toute sincérité, après avoir débattu en conseil de communauté, après avoir voté, après avoir tenu 2 réunions qui ont été préparées, des engagements que nous avons pris, et d'ailleurs nous avons eu un débat en bureau du SICOVAL pour savoir comment démontrer que ce que nous disions sera effectivement notre engagement pour l'avenir. Et avec Xavier Espic, donc nous allons travailler à effectivement cette démonstration pour l'avenir. Et donc le moment venu, nous en ferons la présentation. Donc je ne peux pas admettre que vous puissiez tenir de tels propos. Ça, c'est le premier point. Y a-t-il des personnes qui filment? Donc je vous interdis, monsieur, de filmer. Non, parce que c'est autorisé par la loi. Écoutez, Désolé, c'est autorisé par la loi de filmer une séance publique du SICOVAL, syndicat communal. je vous demande, monsieur, de ne pas intervenir. Je vous réponds, vous interdisez. Je vous réponds, c'est autorisé. Vous n'avez pas à intervenir, c'est autorisé. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est que nous puissions délibérer sur le huis clos. Je demande que nous puissions délibérer sur le huis clos. Et donc, je soumets à votre approbation le huis clos pour répondre à ces questions, parce que je refuse effectivement que nous puissions, à un moment, être instrumentalisés. Et donc, je vais soumettre au vote la question du huis clos. Qui est contre le huis clos? Qui est contre le huis clos? C'est moi qui le... Monsieur, je ne vous ai pas donné la parole, monsieur Arévalo. Je propose de délibérer donc pour tenir la séance à huis clos. Qui est contre le huis clos? Qui s'abstient? Bien, donc il y a une majorité absolue et donc je demande au public d'évacuer la salle. Je demande au public d'évacuer la salle. Oui. Oui, mais sauf que...